Donc je suis censé vous montrer vos conflits d'intérêts. En fait, la question est maintenant, il faut qu'on sache qui traiter, c'est les questions qui se posent, hein, puisque je crois que les schémas thérapeutiques, on est tous d'accord qu'on n'a jamais eu autant d'efficacité. Alors, là, le premier point dont il faut qu'on n'oublie pas, et je crois que les hépatologues devraient en permanence avoir cette donnée, c'est qu'on est face à une maladie qui augmente la mortalité, mais en population générale. Quand vous regardez ce travail de Amin dans Lancet, qui est vraiment un travail qui est remarquable, il est fait en population générale. C'est des gens qui avaient donc une étude, une cohorte comme vous voyez assez importante, de gens qui avaient été se faire dépister dans des centres de dépistage. Donc c'est des sérologies de laboratoire de ville. Ils ont regardé la mortalité par rapport à la population générale. C'est des séries qui sont... Ce papier est probablement des papiers les plus importants dans le domaine, parce qu'il vous montre que en population générale, des gens qui viennent se dépister parce que les malades qu'on voit à l'hôpital sont par définition biaisés. C'est des malades qui viennent pour des pathologies qui ne représentent pas la population générale. Et vous voyez que finalement, la surmortalité était très claire par rapport à la population générale dans l'hépatite C. Et quand vous avez ce genre de données, vous êtes déjà face à une maladie qui tue en population générale et vous devez forcément penser à un traitement à large échelle. Ces données ont été confirmées par une cohorte américaine qui est un peu plus biaisée. C'est les vétérans américains qui avaient plus de pathologies associées. Vous savez quand même que les vétérans, après la guerre du Vietnam en particulier, ont eu vraiment des problèmes qui, en particulier d'alcool, qui pourraient expliquer, mais comme vous le voyez, la surmortalité était de nouveau retrouvée. C'était des gens qui n'étaient pas hospitalisés. Alors, tout est basé actuellement dans l'hépatite C sur le problème des concepts de la forme mineure. Alors, ce concept, je prends cette étude pour vous montrer qu'en fait, ce concept de forme mineure, déjà quand vous regardez la littérature, par exemple ce travail qui avait été publié par l'équipe de Laurent Serfati, vous voyez que quand ils avaient pris des patients qui étaient moins d'un F1, ils les ont regardés sur une évolution de 92 semaines et vous voyez qu'il y avait un risque d'évoluer vers la cirrhose qui était à peu près à 25-30%. Une fois qu'on a ce type de données, on est déjà face à des patients où on peut se dire est-ce que réellement on devrait les traiter ou pas. Et donc ce concept déjà de forme bénigne doit être remis en cause. Quand vous regardez ce papier qui a été publié dans JAMA, alors lui, il montre des données, c'est des VIH-VHC, hein, donc j'insiste sur le fait que, bien entendu, il faut donner toutes les données. Ce papier montrait, donc sur 24 000 malades, ils ont regardé les évolutions, le risque relatif de décès par rapport au stade de fibrose, et vous voyez que dès le stade de F0, vous avez un risque qui est multiplié par 3 par rapport aux gens qui n'avaient pas d'infection virale C, et dès que vous passiez à 1, vous étiez à 10. Donc vous êtes déjà sur ces fameux F0, F1, où vous avez déjà une surmortalité qui s'exprime, qu'ils soient finalement infectés ou mono-infectés. Et en fait, le concept qui a tout biaisé, c'est ce problème des formes mineures qui venaient des femmes qui avaient été enceintes Rhésus+, où on disait en permanence que le risque de décès est faible. Et ce premier papier de l'équipe de Weiss en 2000 montrait que, déjà, j'attire votre attention sur le fait que quand on lit ces papiers, il faut regarder tout en détail. Il y avait 1000 patients, 500 HCV-RNA positifs. Donc déjà, vous aviez un malade sur 2 qui n'était déjà pas porteur du virus de l'hépatite C, puisqu'il n'était plus infecté. Et le risque de cirrhose qui était montré était de 0,4%, 0,2%. Un suivi avec des gens qui étaient contaminés très jeunes, donc on sait une progression qui est plus lente. Mais quand déjà vous recalculez le risque, si vous deviez le faire, et le reviewer aurait dû faire ce travail de dire les risques devraient être calculés chez les gens qui sont ARN positifs, c'est la discussion dont on prend, c'est surtout ces malades. Donc déjà ce papier, vous multipliez par 2 vos facteurs de risque uniquement par le fait qu'un reviewer n'a pas fait son travail. Alors ce qui est intéressant, c'est quand vous avez la même cohorte, et c'est ça que j'appelle l'honnêteté scientifique, le même investigateur vous dit, je regarde tous ces malades-là 14 ans plus tard, alors, il a fallu 14 ans de débat, et je vais vous montrer ce que ça donne que de rester à regarder les patients quand ils sont en forme peu sévère. Donc cette cohorte allemande, 10 ans plus tard, les patients qui avaient un suivi, les ont regardés en termes de mortalité. Et on voit bien que si vous aviez eu la chance, c'est d'être tombé sur un hépatologue qui n'écoutait pas les avis d'experts, puisqu'ils ont traité, quand vous regardez ces patients, ça c'est les gens qui n'ont pas été traités, c'est ceux qui restent en disant les experts ont dit que je ne les traite pas, je ne les traite pas. Vous avez qu'en termes d'événements qui étaient de F3, de fibrose et surtout de cirrhose, vous aviez 14% chez ceux qui n'avaient pas été traités 14 ans plus tard, alors que les quelques patients qui avaient eu la chance d'avoir bénéficié d'un traitement, vous aviez divisé presque par 2 le risque de cirrhose et bien entendu votre risque de décès était dans les mêmes proportions. Et en fait, quand vous regardiez la réponse virologique par rapport aux gens qui n'avaient pas été traités et ceux qui n'avaient pas de réponse virologique, bon, l'échelle est bien entendu une échelle qui a un rapport avec le facteur de risque, c'est des 3%, vous avez une différence qui était en fait hautement significative en faveur du traitement. Mais vous voyez qu'en fait, et c'est ça que je trouve qui est un peu gênant, vous avez quand même des décès chez les malades qui ont une SVA parce que certains d'entre eux ont été traités trop tard. Et pourquoi ?
parce que les gens changent à travers le temps. Le mal que vous voyez à 24 ans, dans 10 ans plus tard, il aura pris du poids. Et vous voyez qu'en fait, la surmortalité est liée au fait que c'était des gens qui avaient gardé une chirurgie virale positive, qui étaient restés virémiques et qui en fait avaient grossi. Alors, le deuxième point, c'est que finalement, on nous dit qu'il ne faut pas les traiter parce qu'il faut les surveiller. Et donc, chaque fois qu'on voit des études, on les cite très mal. Alors ça, c'est le travail de Victor, où il y a le concept, et qui est vrai, d'augmentation du score de FibroScan par rapport à la progression. Et donc, le concept, d'ailleurs, que dit la FEV, c'est si vous avez plus d'un kilopascal d'augmentation annuelle de FibroScan, il faut vous traiter. Le problème, c'est que là encore, ça n'est valable que chez ceux qui ont un score de fibrose qui est élevé. Autrement dit, les malades qui n'ont pas de fibrose sévère au départ, ceux qu'on ne traite pas actuellement, on n'a aucune méthode de surveillance pour savoir quand est-ce qu'ils vont progresser en termes de fibrose. Donc finalement, pourquoi? Parce que le message, c'est qu'il faut traiter les patients. Pourquoi? Parce que vous regardez, encore une fois, l'erreur qu'on fait, on se dit finalement, il faut traiter les malades parce que c'est vrai que chez les F3, F4, vous avez une diminution très significative de plus de 3 du risque de carcinome hépatocellulaire. Mais quand vous regardez dans cette méta-analyse, vous avez une progression annuelle qui est plus importante, donc une urgence à traiter qui est claire. Mais quand vous regardez les patients qui ont quel que soit le stade de fibrose, vous voyez que ceux qui avaient une RVS, vous augmentez parce qu'ils vont progresser si vous attendez trop. Donc le deuxième point, c'est qu'il y a des données quand même qui sont assez claires sur le fait que quel que soit votre stade de fibrose, vous allez améliorer la mortalité parce que même si l'histoire naturelle est plus lente, le mal progresserait. Et surtout, j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas le dépister en termes de progression puisqu'il n'est pas grave. En fait, et c'est pour ça qu'il faut probablement regarder les données de modélisation. Je vais vous donner celles qui viennent de notre équipe, mais aussi celles qui viennent d'autres équipes. Et quand les résultats sont concordants, il est difficile quand même de les remettre en cause. Alors, ça, c'est le travail, le temps où la France était un pays où on était libre de traiter avec des mauvaises molécules qui étaient le PEG interféron. Quand j'ai dit mauvaises molécules, je vous rappelle que c'est quand même des très bonnes molécules parce que par rapport à avant, c'était des molécules qui diminuaient de 30%, parce que je rappelle que quand on dit mauvaises molécules, ça a permis de sauver quand même un paquet de malades. C'est des données qu'on oublie souvent. Et dans ce travail qu'avait coordonné Sylvie, ce qu'on avait regardé, c'était ces fameux malades transaminases normales. À l'époque, vous étiez en France ou en Belgique. En Belgique, vous n'aviez pas le droit de traiter un patient si les transaminases étaient normales. Et vous savez que la Belgique avait rejoint la France, qu'elle a autorisé le traitement, quel que soit le stade de fibrose, qu'à l'époque, par exemple, en Belgique, il fallait que vous ayez des transaminases élevées et en plus un score de fibrose supérieur à 1 F. Et dans ce travail, on montrait qu'il y avait une diminution du nombre de cirrhoses, il y avait une diminution de complications. Ce qui est intéressant, c'est que si on était passé à la stratégie belge, c'est-à-dire je ne traite pas ces malades, on montrait que vous augmentiez 17% la probabilité de développer un décès, 2500, et que vous augmentiez votre probabilité aussi de décès. Inversement, si vous disiez je traite les malades qui viennent à ma consultation sans même regarder leur transaminase, leur score de fibrose, puisque ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que dans cette modélisation, les malades qui étaient traités par transaminase avaient une probabilité de traitement du clinicien français. Autrement dit, ils étaient traités avec 2 tiers en moins. Si vous les traitiez comme s'ils étaient des transaminases élevées, dans ce travail, on montrait que vous auriez pu avoir encore un effet de diminution de mortalité. Autrement dit, le concept, c'était finalement, je ne devrais pas regarder les transaminases, la gravité, pour décider ou pas de l'indication thérapeutique. Alors, le deuxième point, c'est que quand vous regardez, par exemple, ce travail qui a été publié dans Gastroentérologie, un travail encore une fois coordonné par Sylvie et les équipes européennes, on montrait que, bon, vous me disiez, c'est rassurant qu'il y avait une diminution de l'incidence de cirrhose, et vous voyez que l'effet thérapeutique était très variable d'un pays à l'autre, et c'était principalement lié à l'accès au traitement. Le pays qui a été le plus large en accès au traitement était la France, et il ne vous étonnera pas, et je vous rappelle qu'à l'époque, on ne discutait pas autant des F0, F1, F2. Vous voyez qu'on avait un effet qui était beaucoup plus important que la Belgique, qui était en retard, par exemple, thérapeutique, et qui, même avec les IP, n'arrivait pas à le rattraper, parce que la probabilité de traitement était plus faible dans ce pays. Et ce que Sylvie montrait, c'est que si vous augmentiez la probabilité simplement de traiter vos patients en augmentant l'accès au traitement, simplement vous disant je passe de 45% de probabilité d'être traité à 75% de la cohorte, vous augmentiez votre effet de 55% en France, il était moindre, mais dans certains pays très en retard sur le traitement, tels que l'Italie ou l'Espagne, par exemple, qui ont une haute prévalence, vous multipliez vos effets. Et donc là, le problème de l'accès au traitement semble quasiment aussi important, sinon plus, que l'efficacité du traitement que vous avez entre les mains. Alors vous pouvez vous dire, non, mais tout ça, c'est lié à des effets d'une équipe. Je voudrais regarder les datas ailleurs. Alors là, j'attire votre attention sur le problème du dépistage ciblé et de l'expérience américaine. Vous savez que les États-Unis ont une épidémiologie très particulière, avec une prévalence qui est dépendante de l'âge, et sur ce critère-là, ils ont proposé cette fameuse dépistage ciblé de leur cohorte des baby boomers.
Et en faisant cette stratégie, ils ont appliqué un traitement, mais je vous rappelle que là aussi, il ne faudra pas qu'on soit schizophrène. Si on veut demander un dépistage des patients, il faut les traiter. Vous ne dépistez pas si vous ne traitez pas. Alors, je vous rappelle que le vrai problème, à mon sens, dans l'hépatite C, c'est le dépistage. Mais si on arrive avec l'incohérence de dire on veut dépister et on ne traite pas la moitié des malades, ça n'aura pas d'efficacité, on ne les dépistera pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que regardez dans cette modélisation américaine, la moitié des malades sont F0, F1. C'est autrement dit, si vous faites ce dépistage, ils le savent aux États-Unis. Je vous rappelle que quand vous regardez l'indication thérapeutique aux États-Unis, le stade de fibrose n'intervient plus dans le remboursement. Ce qui importe dans le remboursement aux États-Unis, comme vous le savez, c'est l'assurance qui vous paye. Mais une fois que vous avez une assurance qui paye le traitement, votre stade de fibrose n'intervient plus dans la décision thérapeutique. Et quand vous regardez cet effet-là, eh bien, vous allez diminuer le nombre de cirrhoses avec la politique de traiter tout le monde sans regarder le score de fibrose. C'est sur ça que ces modélisations sont basées. Vous diminuez de 166 000 les cirrhoses compensées, les décompensées de 83 000, les CHC de 46 000, votre transplantation de moins 9 000 et votre mortalité de moins 77 000. C'est quand même très troublant que quand on a de telles données, les experts ne les regardent pas pour recommander les indications thérapeutiques. Parce que finalement, c'est, à mon sens, la seule chose qu'il faut regarder, c'est que les malades qu'il faut traiter sont probablement, la moitié des malades ne sont pas graves, et de proposer déjà de ne pas les traiter va diminuer votre mortalité sur le long terme. Alors, après, on rentre dans le problème des coûts-efficacité. Le coût-efficacité, c'est de se dire, est-ce que tout ça va être utile ou non? Est-ce que ça ne coûte pas trop cher? Encore une fois, le concept de trop cher est un concept déjà dont on peut longuement discuter. Vous savez qu'il y a quand même, en gros, un seuil qui est considéré de 50 000 à peu près par QALY, qui est considéré comme une barre actuellement dans le monde occidental. Je vous pense le travail d'Andrew Bureau. Je vous passe sur les détails pour arriver à ce qu'il proposait. Il proposait de traiter tous les patients parce que c'était le plus coût efficace sous la réserve, je m'excuse que j'ai été trop rapidement, que vous aviez un coût de votre produit que vous ameniez sur le marché qui ne faisait pas plus de 20 000 livres par rapport au traitement antérieur. Donc vous voyez qu'en fait la vraie question dont on est en train de discuter, c'est pas de savoir s'il faut tous les traiter. C'est que comme je vais augmenter mon nombre de traitements, c'est de discuter du coût du traitement. Alors, les recommandations de l'EASL ressemblent beaucoup à ce qui a été fait en France, hein, puisqu'on recommande, comme vous le savez, de prioriser les malades qui sont F3 ou F4. Et ça, j'appelle ça le jeu du Monopoly. Et je voudrais que vous le partagiez avec moi, parce qu'ils ont été tous des adeptes du Monopoly, tant en France qu'à l'EASL. Alors le Monopoly, c'est que si vous êtes F0, F1, et que vous êtes incarcéré, là, vous avez droit au traitement. J'appelle ça un Monopoly inversé. Vous vous rappelez du Monopoly? Pour gagner, il ne faut pas que je passe par la case prison. Vous ne touchez pas les 20 000. Là, c'est que vous passez par la case prison, vous les touchez. Ce que ça veut dire, c'est que si je suis un F0, F1, et que je suis un citoyen standard, je ne dis pas que les incarcérés ne le sont pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je vous dis simplement que le même malade, on va lui opposer le traitement parce qu'il ne passe pas par la prison. Donc moi, mes F0, F1, il faut qu'ils fassent un vol, qu'ils agressent quelqu'un et on les traitera. Et donc, du coup, j'arrive à... Le problème, c'est que pourquoi vous le faites? Parce que vous pensez que vous allez diminuer la mortalité. Alors, si vous avez vu ce film et que vous avez ces deux gaillards qui viennent vous voir en consultation, qui sont toxicomanes, qui sont probablement contaminés par le virus de l'hépatite C, je peux vous dire qu'ils ne vont pas mourir de l'hépatite C. Le traitement, quand vous voyez ce film, vous savez que l'hépatite C n'est déjà plus le problème. Le malade, il va mourir. Non, mais sérieusement. Alors, vous pouvez vous dire, Philippe est en train de faire une provocation de présentation, mais je vais vous donner les données. Les données, c'est celles-là. Il faut regarder les autres études, et il faut chaque fois qu'on les regarde, qu'on les admette, et à partir de ça, que tous nos raisonnements doivent être basés sur des faits factuels. Ce travail, il est vraiment très intéressant, c'est un travail écossais. Ils ont regardé la diminution de mortalité et les événements chez des gens qui avaient spontanément éliminé le virus de l'hépatite C parmi les toxicomanes. Et regardez le nombre d'événements liés à l'alcool qui se passent. En fait, ils sont toujours très élevés par rapport à la population générale. Le nombre de décès est très élevé par rapport à la population générale. Autrement dit, il se peut que le bénéfice de l'éradication dans ce sous-groupe qu'on priorise sera peut-être moins important parce qu'en fait, c'est du traitement global qu'il faudrait leur proposer parce qu'après, ils vont avoir des facteurs de risque tellement importants qu'ils vont décéder. Donc, les experts sont toujours en train de parler de données et ils ne veulent pas regarder ce qui est. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les toxicomanes ni les incarcérés. Je dis qu'il faut traiter tout le monde, ce qui est un discours très différent parce que chaque fois que je le fais, on me dit que je ne veux pas traiter les gens qui sont en prison. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que le problème d'être en prison n'est pas une indication thérapeutique. C'est tout ce que je suis en train de dire. Alors, en fait, on va revenir donc sur ce problème du F0F1. Et pour regarder le F0F1, encore une fois, et Yazdan partage ce papier avec nous, donc je sais que s'il le partage, c'est que probablement les conclusions qu'on en tire, en tout cas,
Il doit les partager, Yasno, n'est-ce pas? Et donc, on va parler pas à pas. Alors, pas à pas, c'est le problème de... Dans notre tête, on pense qu'on peut classer l'F0, F1, parce qu'on est dans ce qu'on appelle on est persuadé qu'on peut classer un malade idéalement. Et évidemment, si vous classez un malade idéalement, c'est-à-dire vous prenez le modèle qu'on a considéré comme lui, il est capable de savoir ce qui se passe. Après, on peut discuter sans fin est-ce que le modèle était sûr de ce qu'il faisait. Mais si vous prenez un modèle et que vous dites je suis capable de classer ce malade-là et je ne me trompe pas, vous avez un risque de développer une cirrhose qui est de 0,98% en Italie. Déjà, ce n'est pas négligeable de vous à moi. 1,48% en France. Et par exemple, les caractéristiques de population sont toujours très intéressantes. Regardez l'Angleterre, 0,11%. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, c'est des contaminés qui sont jeunes, puisque c'est principalement de la toxicomanie. Et donc, leur risque d'évoluer à 5 ans est assez faible. Je vous rappelle, j'ai oublié de le dire, qu'on est sur des données de 5 ans. Quand vous regardez les méthodes non invasives en absence de traitement, bien sûr qu'elles sont bonnes. Parce que regardez comment, c'est un travail qui est intéressant, c'est que les méthodes non invasives, elles sont bonnes parce que ça, c'est une distribution aléatoire. Autrement dit, si un malade venait me voir, je lance une pièce de monnaie au-dessus et je regarde la réponse, c'est ce qu'on appelle de la random distribution. Et vous voyez que les méthodes sont très largement supérieures au fait de distribuer de manière aléatoire, puisqu'elle vous classe les malades. Mais le problème, c'est que vous venez de passer d'un risque de mortalité spontanée qui a changé, parce que je ne suis pas capable, là on est sur la mauvaise classification, toutes ces méthodes ont des risques d'erreur, et c'est vos risques d'erreur, quel que soit le score, quelle que soit la méthode, qui devraient rentrer dans notre décision thérapeutique. Et ça, bien entendu, on veut absolument l'oublier. Alors, un deuxième point que j'attire, le APRI 1,5, c'est presque une escroquerie médicale. Quand on base une décision thérapeutique sur l'APRI 1,5, vous êtes à 8% de cirrhose à 5 ans. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui serait capable de dire « je joue un tel risque ». Alors, bien entendu, il ne faut pas prendre l'APRI, on le sait bien, utiliser les méthodes non invasives, sériques ou fibroscan. Alors, dans le décès, c'est la même chose. Évidemment, quand je suis F0, F1, mon risque de mortalité est assez faible. Mais si je regarde les méthodes, il est toujours faible. Ça montre bien que ces méthodes sont très bonnes, puisque si vous comparez ça par rapport à la distribution aléatoire, vous avez un risque qui est bien prédit en l'absence de traitement. Mais encore une fois, regardez ce qui intéresse, je vais y venir plus loin en termes de tableau, ce qui intéresse les gens que vous allez classer, c'est que vous êtes en train, dans votre tête, de dire il a 0,02% de risque de mortalité, mais en fait, avec la méthode, votre malade est passé à 0,47, 0,43 sur les autres méthodes. Et là, encore une fois, je ne suis pas sûr que quelqu'un dans cette salle est prêt à jouer un tel risque en termes à 5 ans de mortalité. En conséquence, si on traitait les malades idéalement, j'attire aussi votre attention qu'il y a une chose dont on ne parle jamais. Le seul malade qui a un risque à 0% en dehors de facteurs de risque, c'est le F0, F1. Tous les autres F2, F4, même si vous les traitez, vous ne les amènerez pas à 0 de mortalité. Alors, si vous faisiez la thérapie à 1,2%, si vous étiez capable de classer vos malades idéalement, vous seriez à 1,2% en termes d'incidence de cirrhose à 1 an, à 5 ans. Déjà, je trouve que ce chiffre-là, on pourrait le diminuer encore si on traitait tout le monde. Mais on peut dire que c'est le risque qui est réellement dans nos têtes actuellement. Le problème, c'est avec les méthodes qu'on utilise, il est aux alentours de 3% en termes d'incidence de cirrhose. Évidemment, encore une fois, je parle de l'APRI, c'est une escroquerie l'APRI. Je ne comprends pas qu'on puisse discuter de baser une décision sur l'APRI. Et je crois que vraiment, ça fait partie de ces méthodes qu'il faudra probablement faire sauter. Et vous voyez qu'en France, on passe de 1,5 à 4,3 ou 3,8 suivant les méthodes que vous utilisez. Et vous vous rendez compte que là, encore une fois, on n'a pas expliqué aux patients qu'on est en train de prendre des décisions avec des incertitudes de méthode. Et ce point-là, à mon sens, me semble très important. Alors le F3, c'est une catastrophe. Quand vous faites du F3 scénario, c'est même pas raisonnable. Parce que quand je vois que les experts disent on va traiter F3, F4, on les priorise, c'est stupide. C'est stupide parce que vous passez de 1, 2 à 3, 9, déjà, même si vous êtes capable de classer un malade idéalement en termes de cirrhose. Et vous voyez qu'avec les méthodes, là, encore une fois, vous gagnez, vous perdez un peu, même si vous voyez que par rapport au perfect staging, le F3, forcément, les méthodes non invasives sont un peu meilleures en termes de mortalité, même si là, c'est le scénario qui n'est plus bon. Donc finalement, si je fais du F3 avec les méthodes, je serais capable de mieux classer les malades, mais c'est quand même dommage. Je suis en train de leur augmenter encore leur mortalité, mais je les classe mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif qu'on a sur le plan thérapeutique. Alors en décès, eh bien forcément, vous voyez que là aussi, c'est ce qu'on oublie toujours. On parle du décès, mais on ne parle pas de l'iceberg. C'est les cirrhoses qui se sont développées sous nos yeux sans qu'on le sache, je vous rappelle. Et vous voyez qu'effectivement, en termes de décès, vous passez en perfect staging avec les méthodes, vous perdez pas beaucoup, mais je ne sais pas ce que ça veut dire ne pas perdre beaucoup entre 1, 2 et 1,4%. Je ne suis pas convaincu que ce type d'approche soit relevante. Alors, encore une fois, vous voyez que même le F3, en termes de mortalité, vous n'allez pas perdre beaucoup, mais vous perdez quand même. Et donc là, le problème, c'est que ce dont on ne discute jamais, c'est de l'incidence de la cirrhose dans ces schémas. Alors, moi, je suis un citoyen français et j'arrive à la consultation de Thierry Poinard, qui est mon maître, et je viens et je lui dis, Thierry, tu me traites ou pas? Et je le connais, puisqu'il va me dire, je ne sais pas, c'est pas grave, j'ai fait le fibrotest,
Et il va me dire, Philippe, tu as 0,03%. Et puis, comme je suis un mathématicien, je te fais le fibroscan, je te diminue ta probabilité. Mais moi, je lui dirais de manière factuelle, tout le monde ne s'appelle pas Thierry Poinard ou autre qui est capable de me classer, ou Victor Delédingan. Donc, je suis avec Philippe Mathurin, qui n'est pas un expert des méthodes de fibrose. Donc, le MAD, je me mets à ma situation, c'est-à-dire, je ne suis plus avec ces experts qui sont capables de faire toutes les corrections dont on va parler. Et tu as plus de 5 minutes. Et j'ai plus de 5 minutes. Merci Thierry. Et moi, en tant que citoyen, mon maître vient de me faire passer de 0,3 à 0,62% de termes de risque de décès. Et ça, je crois que ces chiffres-là, il faut les mettre tels qu'ils sont, et je crois qu'ils nous ramènent à discuter complètement de la stratégie basée sur le stade de fibrose. Évidemment, que vous soyez, quels que soient les tests première ou deuxième génération, c'est-à-dire deuxième génération, ce qui sont les seuls. Quand je parle de deuxième génération, volontairement, on a groupé fibrotest, fibromètre, pour ne pas faire de conflit d'intérêt, puisque Paul est dans la salle, et vous savez que les deux personnages ont beaucoup fait avancer le domaine, et donc je préférais essayer de réconcilier tout le monde. Donc revenons sur ça, puisque j'aime bien les gens qui contribuent à la science et on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Par contre, en termes de mortalité, je ne les écouterai pas ni en termes de cirrhose. Je n'utiliserai pas ces méthodes-là pour me faire traiter parce que j'estime que mon risque naturel, on vient de me le faire augmenter. En tant que citoyen, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, en fait, ça c'est de Thierry qui aura des difficultés à me le contester. C'est une diapo que j'avais prise dans ces topos. Une assertion est vérifiée que si elle est vérifiée par les faits. Je pense que traiter sur le stade de fibrose n'est pas vérifié par les faits. Les faits changent avec le temps et donc les vérités sont relatives. Nous sommes dans un monde relatif et certaines vérités vont durer plus longtemps que d'autres. Et je pense que le fait de traiter, quel que soit le stade de fibrose, va durer plus longtemps que de traiter sur le stade de fibrose. Et j'espère que c'est vers ça qu'on ira. Alors, en fait, nos avis devraient prendre en compte les incertitudes et éviter toute proposition dogmatique. Bien entendu, ce que je dis, Yazan le montrera, doit être vu avec d'autres points d'éléments, mais je suis persuadé que Yazan, qui est un bon pote, viendra à la même conclusion que moi. L'analyse rigoureuse des données est nécessaire. Chaque donnée, on doit les regarder. On ne doit pas partir avec des points de vue personnels et regarder. Mais on est finalement avec un traitement à large échelle. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut traiter cette maladie. Il faut traiter à large échelle, plus regarder le stade de fibrose. Donc, basé sur le stade de fibrose, une indication thérapeutique, je pense que c'est un concept qui est complètement suranné. En fait, la vraie question, c'est que nos méthodes nous permettent de dire aux malades leur risque à court terme. Et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Elles ne le sont pas pour décider de l'indication thérapeutique. Et je crois qu'il y a eu un mélange de concept qu'il faut probablement éviter. Et donc, je pense qu'il faudrait finalement rester, parce que c'est notre vrai boulot des pathologues, on va diminuer la mortalité en population générale, on va empêcher beaucoup de cirrhose. Et je pense que franchement, au lieu de dire aux malades de faire des complexités de progression, je dirais à un patient, vous êtes F0, F1, finalement, vous avez peut-être un risque qui est faible, je vous traite. Ces molécules, je vous rappelle, n'ont pas une grande toxicité. Et finalement, je vais diminuer la mortalité comme ça. Et puis pour moi, qui suis un garçon assez simple, j'aime pas les complexités thérapeutiques. Je pense que finalement, vous n'auriez plus le stade de fibrose pour traiter. Vous seriez plus en train de raisonner sur comment je le traite, quelle molécule j'utilise, quelle est la durée optimale. Et je partage tout ce qui a été dit. En plus, je vous rappelle que les F0, F1 sont les malades pour lesquels on peut discuter du raccourcissement thérapeutique. Et je vous rappelle aussi que ce qui a été dit pour le génotype 3, c'est le fait d'avoir une cirrhose qui vous entraîne une résistance au traitement. Soyons simples, si je suis F0, F1, je le traite mieux, mais pour le génotype 1, je le traite plus court. Et je pense qu'à ce moment-là, on fait des modèles qui sont un peu plus simples pour traiter les malades. Et puis, je vous remercie.